Dans Le Bossu de Notre-Dame, Frollo semble avoir brisé les approches classiques de Disney. Et à mon humble avis, ils n'en ont pas créé de meilleurs depuis. Disney ont pris le personnage de ce classique et l'ont rendu unique, avec une rare combinaison de réalisme, de rigueur, de valeurs rigides et de conflits internes perturbants. Découvrons comment ce personnage à la sainteté pervertie est construit, et comment on peut écrire un méchant aussi intéressant que lui. Dans le roman de Victor Hugo, Claude Frollo est un archidiacre de Notre-Dame de Paris, un érudit obsédé par la connaissance, ce qui était déjà un élément unique pour l'époque. Il incarne la lutte interne entre le sacré et le profane. Il est plongé dans la science, l'alchimie et des connaissances souvent jugées comme diaboliques, ce qui révèle un conflit interne dans sa personne assez intéressant. Victor Hugo va ainsi créer un personnage qui s'éloigne de ses valeurs religieuses pures à cause de sa quête de savoir, lui donnant un caractère de sainteté assez corrompu. Sa foi et son désir de savoir vont à l'encontre de ses pulsions. Dans le roman de Victor Hugo, Frollo est une figure de l'hypocrisie morale et du conflit intérieur avec sa foi, sa connaissance et le désir charnel. Sa perversion n'est donc pas une simple méchanceté. C'est une illustration de la lutte entre le bien et le mal qui se passe en chacun de nous. Cela est poussé à son extrême chez Disney, où Frollo est transformé en juge laïque et non en prêtre, avec un fanatisme religieux concentré davantage sur la punition morale que sur la quête de savoir. Cette adaptation simplifie le personnage en le rendant plus monolithique, mais conserve une forte intensité pour sa moralité tordue et son obsession pour Esmeralda. Dans l'adaptation de Disney, Frollo est animé par un zèle puritain qui n'est plus fondé sur la recherche de connaissances ou une lutte intérieure, mais sur la notion de justice. Il s'érige donc en juge ultime et rend lui-même la justice divine. Dans le livre, la complexité de Frollo vient de son humanité, tandis que dans le film, c'est sa dévotion pervertie qui en fait un personnage monstrueux. Cela le rapproche ainsi d'autres personnages historiques qui ont agi sous prétexte de vertu morale pour justifier leurs atrocités. Dans le film, la scène d'ouverture montre Frollo tuant la mère de Quasimodo et tentant de jeter le bébé dans le puits, ce qui donne immédiatement le ton. Il est impitoyable, en croyant pourtant agir pour le bien. Frollo prend ensuite Quasimodo sous son aile, qu'il utilise comme un bouclier pour justifier sa prétendue vertu. Pour lui, les bohémiens sont des hérétiques, des menaces à la foi et à l'ordre moral. Lorsqu'il tue la mère de Quasimodo, il n'y voit pas un crime, mais une purge des éléments impurs. Après ce meurtre, il est sur le point de jeter le bébé, qu'il considère comme une abomination. Mais il est stoppé par un autre homme d'église, qui lui rappelle que cet acte serait un péché, étant donné qu'un bébé est forcément innocent. Étrangement, ce rappel de la loi divine le fait hésiter. Frollo, qui ne craint que Dieu et le péché, s'arrête donc devant cet acte. La peur de déplaire à Dieu va le retenir. La contradiction ici est frappante. Frollo vient de tuer quelqu'un, mais il ne voit pas cet acte comme un péché, car pour lui, il s'agit d'un service. Une manière de purifier le monde de ses païens. Il est incapable de reconnaître ses propres péchés, aveuglé par l'image déformée qu'il a de lui-même, se pensant comme un saint aux valeurs inébranlables. Il transforme chacun de ses actes en actes pieux, trouvant dans sa foi un alibi pour échapper à toute remise en question personnelle. Le fait de garder Quasimodo sous son toit prend alors une toute autre signification. En élevant cet enfant difforme, Frollo trouve un moyen de se racheter. Cela est un moyen de renforcer la propre vision qu'il a de lui-même, comme un être bon et généreux. Bien qu'il manipule Quasimodo et qu'il l'enferme, Frollo le voit d'une autre manière. Il permet à un être difforme et atroce de vivre. Et ainsi il étouffe sa culpabilité sous une sorte de charité. Ce paradoxe est parfaitement expliqué par la citation de Peter Kreeft. Tous les pécheurs pensent être des saints, et tous les saints savent être des pécheurs. Frollo se voit comme un modèle de vertu, mais refuse de se regarder en face, rendant son parcours à la fois tragique et hypocrite. Dans la chanson Infernale de Disney, où Frollo va chanter sa tentation pour Esmeralda, il va aussi avouer son désir de la détruire, car il souhaite échapper à la culpabilité que ses sentiments font monter en lui. Cette chanson est une adaptation puissante de sa perversion morale. Écoutons un extrait. Beata Maria, je clame que mon âme est pure, de ma vertu j'ai droit d'être fier. Beata Maria, mon cœur a bien plus de droiture qu'une commune vulgaire foule de traînes misères. Mais pourquoi, Maria,
Quand elle danse l'insolente, ses yeux de feu m'embrasent et me hantent. Quelle brûlure, quelle torture, les flammes de sa chevelure dévorent mon corps d'obscènes flétrissures. Ministre Frollo, la bohémienne s'est enfuie. Quoi? Elle n'est plus dans la cathédrale, elle s'est échappée. Mais comment? Ça ne fait rien. Sors d'ici, idiot! Je la trouverai, je l'aurai, même si je dois brûler tout Paris! Seigneur, pitié pour elle. Seigneur, pitié pour moi. Fais qu'elle s'offre à moi, ou elle brûlera. Dans le roman, cependant, le personnage n'a pas cette façon explicite d'avouer son désir pour Esmeralda. Dans Disney, ils l'ont évidemment raccourci par cette chanson. Il ne verbalise pas son désir, mais ses pensées et sa descente vers la folie sont décrites par Victor Hugo, montrant la puissance à long terme de la culpabilité et du refoulement. Un des points clés de Frollo, que ce soit chez Disney ou chez Victor Hugo, c'est qu'il n'est pas simplement méchant. C'est un homme avec des motivations, des faiblesses et des idéaux détournés. Il est un modèle parfait pour réaliser un antagoniste réaliste. Il faut pour cela montrer l'évolution de ses obsessions, ses convictions poussées à l'extrême et la manière dont il justifie ses actes en croyant sincèrement à leur moralité. Dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, Frollo incarne le pouvoir religieux. En tant qu'archidiacre, Frollo est à la fois protecteur et bourreau, utilisant sa position pour imposer des jugements sévères qu'il considère comme dictés par une justice divine. Dans sa vision déformée, il se persuade donc de faire le bien. Ce contexte permet à Frollo de justifier sa cruauté. S'il avait fait cela aujourd'hui, il passerait juste pour un fou. À l'époque, en revanche, il est plutôt un homme saint. Il voit dans la chasse aux impurs une mission sacrée. Ses actes, aussi brutaux soient-ils, sont à ses yeux justifiés, légitimes, noble et nécessaire. Dans le roman, Frollo perçoit les bohémiens comme une souillure à éradiquer pour nettoyer Paris. Et Esmeralda représente pour lui à la fois un objet de désir et de répulsion, intensifiant donc son conflit intérieur entre la sainteté et les désirs humains qu'il va ressentir pour cette femme, mais qu'il va évidemment considérer comme des tentations diaboliques. Hugo va utiliser Frollo pour démontrer l'hypocrisie religieuse, montrant comment un personnage même investi de responsabilités spirituelles peut être consumé par le vice. Adapter un personnage aussi sombre a dû être un véritable défi pour Disney. Avec cette adaptation, Disney devait traiter des thèmes complexes, comme l'hypocrisie religieuse, la persécution et le désir obsessionnel, qui sont évidemment centraux dans le roman. Et cela tout en rendant l'histoire accessible à un jeune public. C'est sûrement pour cela qu'ils ont rajouté les gargouilles qui parlent. Ils ont donc fait de Frollo un juge qui représente la justice séculière, mais conserver son fanatisme religieux et sa vision du monde rigide. Ce Frollo est dépeint de manière plus monolithique, mais reste un personnage complexe grâce à son obsession pervertie et son conflit interne. Un méchant comme Frollo ne peut exister sans un contraste fort avec d'autres personnages, qui sont, à l'inverse, des êtres bons. Des personnages qui ont les valeurs qui lui manquent. Et c'est là que Disney met en avant Esmeralda. Elle incarne la compassion, la justice, la beauté, la fougue et l'humanité que Frollo méprise. Elle est d'ailleurs la seule à se dresser ouvertement contre lui, notamment pour protéger Quasimodo, soulignant l'injustice et l'inhumanité de ses lois oppressantes. Quand on va voir la manière dont elle traite Quasimodo en comparaison avec la manière dont Frollo traite Quasimodo bien qu'il le garde chez lui et qu'il le nourrisse, on va se rendre compte à quel point il pourrait agir différemment envers Quasimodo. Dans le roman de Hugo, Esmeralda est également un personnage de contraste, mais son rôle est beaucoup plus tragique. Elle devient une victime sacrifiée, à la fois de l'obsession de Frollo, mais aussi de l'inhumanité de la société qui la rejette. Sa beauté et sa liberté éveillent chez Frollo un désir inavoué. Dans le roman, Quasimodo est moins idéalisé que dans le film. Pourtant, il incarne un regard innocent et loyal qui met en lumière les vices de Frollo. Dans le film, Quasimodo devient un héros inspirant, et son amour pour Esmeralda ainsi que son conflit avec Frollo apportent un autre angle de la dualité. Dans le roman, par contre, sa relation avec
Frollo est plus complexe. Frollo, de toute manière, dans les deux versions, incarne donc un méchant plus riche que simplement le mal incarné. Son vice est mis en lumière par contraste avec les personnages autour de lui, mais surtout il est convaincu d'agir pour une noble cause. Et cela le rend d'autant plus terrifiant et fascinant. Disney parvient ainsi à conserver l'essence d'un personnage, un homme dont les convictions et le fanatisme le rendent aveugle à sa propre cruauté, offrant une leçon assez intéressante sur la manière de créer un antagoniste complexe. Et maintenant on va s'attaquer à mon passage préféré, la relation entre Frollo et Esmeralda. La relation de Frollo avec Esmeralda dans Notre-Dame de Paris est un point central de l'œuvre, révélant ainsi la profondeur du caractère de Frollo et son conflit interne. Son obsession pour elle va au-delà du simple désir, car elle représente tout ce qu'il déteste, tout ce qu'il désire et, par terminaison, tout ce qu'il craint. En tant qu'archidiacre, Frollo est censé incarner la pureté et la justice divine. Et ses désirs pour Esmeralda sont en contradiction avec cette image qu'il a de lui-même. Frollo, il va utiliser son pouvoir pour opprimer et traquer Esmeralda, sous prétexte de protéger Paris des impuretés. Pour lui, Esmeralda incarne la tentation, la sorcière qui attire les hommes vers la décadence. En réalité, il projette simplement sur elle ses propres désirs, des désirs refoulés qu'il ne peut pas accepter, puisqu'ils entrent en contradiction avec l'image de sainteté qu'il s'efforce de préserver. Frollo n'arrive pas à contenir l'attirance brûlante qu'il ressent pour Esmeralda, un désir qu'il considère monstrueux précisément parce qu'il émane de lui. Cette attirance lui est insupportable. Elle remet en question l'image qu'il a de lui-même. Plutôt que de reconnaître que cette passion est la sienne, il rejette donc la faute sur Esmeralda, qu'il perçoit comme la source de ses tourments. Il la blâme pour avoir éveillé en lui ses pulsions, qu'il refuse d'admettre comme étant siennes. Et on peut voir ce cas avec beaucoup de criminels, dont des violeurs, qui justifient leurs actes en expliquant comment la victime est la coupable, pour leur avoir fait ressentir ces émotions-là, ne pouvant pas admettre que des intentions aussi viles puissent venir d'eux-mêmes. Dans cette situation, pour moi, Frollo est prisonnier de ce que Carl Jung appelle l'ombre. Je sais pas si on dit Carl Jung ou Carl Jung, mais j'ai jamais eu l'occasion de parler à voix de ça. Cette partie que Carl Jung appelle l'ombre. La partie sombre qu'un individu refuse de reconnaître, et qu'il projette donc sur autrui. En dénigrant Esmeralda et en la qualifiant de sorcière ou de tentatrice, il cherche à externaliser ses propres pulsions pour ne pas avoir à y faire face. Et cette ombre, elle est mal gérée chez Frollo précisément parce qu'il ne l'admet jamais. Il ne prend jamais le temps de se regarder en face. Plutôt que d'intégrer cette part de lui-même, de la comprendre et de l'assumer, pour pouvoir ainsi la transformer, il va la combattre, la renier, ce qui ne fait qu'intensifier son obsession, et le pousse vers des actes de plus en plus destructeurs et de plus en plus violents. Dans le film de Disney, la chanson Infernale représente parfaitement cette lutte. Dans cette scène, Frollo exprime son désir pour Esmeralda. Cette prière est profondément ironique. Au lieu d'assumer ses sentiments, Frollo supplie la Vierge Marie de le libérer de cette sorcière, du sort qu'elle lui a jeté. Il voit ses pulsions envers Esmeralda comme des intrusions démoniaques ou de la sorcellerie. Et sa prière, elle est pleine de contradictions. À la fois, il implore la sainte de détruire Esmeralda, menaçant même de la brûler vive, s'il ne peut la posséder, et en même temps, il demande à son esprit d'être purifié. Après tout, comment peut-il penser qu'Esmeralda est assez attirée par lui pour lui jeter un sort de séduction ? Plutôt que de reconnaître ses sentiments pour elle, il les transforme en haine et en ressentiment. Son obsession devient incontrôlable, alimentée par le rejet constant de son propre désir, et son incapacité à se remettre en question. Selon Jung, l'ombre, c'est cette part refoulée de l'humain, faite de désirs et d'impulsions que l'on se cache à soi-même. Cela, on le fait souvent inconsciemment, car ces images ne correspondent pas à celles qu'on a de nous-mêmes. Pour moi, je reconnais cela dans le personnage de Frollo. Son ombre, c'est sa propre humanité, ses désirs, ses faiblesses et sa passion qu'il refoule. Ce refoulement est exactement ce qui va l'emmener vers une spirale de haine et de folie, car cette ombre qu'il tente d'exorciser et d'ignorer prend ainsi de plus en plus de pouvoir sur lui. Frollo est un personnage dont l'incapacité à voir ses propres faiblesses et à se remettre en question va le mener à sa perte. Il incarne cette lutte interne entre le désir et le devoir, entre pulsions humaines et désir de sainteté. Son obsession pour Esmeralda est alimentée par sa propre hypocrisie et son refus de reconnaître ses désirs, ce qui en fait un personnage extrêmement complexe, qui n'est pas maléfique par nature ou maléfique simplement par envie, mais par une incapacité à se comprendre lui-même et à explorer cette part d'ombre. Sa descente aux enfers est à la fois un avertissement et une illustration de ce que peut devenir un homme lorsqu'il refuse d'admettre et d'intégrer cette part d'ombre. Voici comment écrire un antagoniste réaliste en 10 étapes. 1. Donnez-leur de fortes convictions.
Un antagoniste qui croit fermement en ses valeurs peut justifier des actes discutables, en les voyant comme moralement justes. Frollo, par exemple, est guidé par une foi dévoyée, qui est à ses yeux juste. 2. Démontrer leur hypocrisie. Ils se devraient être aveugles à leurs propres défauts, tout en condamnant sévèrement ceux des autres. Frollo, qui se prétend pieux, ressent pourtant un désir intense pour Esmeralda, qu'il rejette sur elle plutôt que de l'admettre comme une faiblesse personnelle. 3. Ajouter un conflit interne. Un antagoniste avec des contradictions internes est plus captivant et plus humain. Les contradictions, il y en a en tout le monde. 4. Rendez-les compréhensibles. Donnez-leur des objectifs qui paraissent réalistes et cohérents avec leur environnement et circonstances. Frollo, lui, ne possède pas de super pouvoir. Son influence et son autorité lui est donnée par l'Église, et c'est un type de pouvoir que l'on observe encore dans certaines figures d'autorité aujourd'hui. 5. Donnez-leur du pouvoir et de l'autorité. L'autorité et le pouvoir va permettre à un antagoniste d'exercer une réelle influence sur le monde dans lequel il vit. Avec son statut religieux, Frollo domine les autres et a donc la possibilité d'imposer sa vision, ce qui va amplifier l'impact de ses décisions sur l'histoire. 6. Montrer leur descente. Un arc tragique où l'antagoniste refuse de se racheter rend l'histoire à la fois satisfaisante et poignante. Frollo persiste dans ses erreurs, choisissant sa foi déformée plutôt qu'une véritable rédemption. 7. Éviter l'exagération. L'antagoniste doit rester crédible, il doit avoir ses doutes, ses hésitations, et même si leurs défauts sont assez extrêmes, ils doivent sembler authentiques et plausibles, sinon ça risque de les rendre ridicules. Donc éviter la caricature. 8. Utiliser la justification. Les antagonistes doivent avoir des raisons à leurs actes. Un bon antagoniste ne doit pas seulement justifier ses actions à lui-même, mais aussi aux autres. Donnez-leur l'opportunité de se repentir. Un antagoniste qui a la chance de changer, mais qui persiste dans l'erreur, devient plus intéressant. Frollo aurait pu arrêter sa descente, mais il reste aveugle à ses propres péchés et du coup rate l'occasion de se repentir ou de changer. Si vous voulez faire un véritable antagoniste dangereux et réaliste, il y a de grandes chances pour qu'il ne saisisse aucune des occasions de se repentir que vous pourrez lui présenter, montrant ainsi au spectateur à quel point il est irrécupérable. 10. Contraster avec des personnages positifs. Mettez en lumière l'hypocrisie de l'antagoniste en introduisant des personnages sincères, comme Esmeralda ou Quasimodo, qui, contrairement à Frollo, agissent par compassion et sans se vanter de, par exemple, représenter la justice, vont agir de manière plus juste. Avec ces 10 étapes, vous êtes prêt à écrire des antagonistes assez réalistes, complexes et puissants, qui inspirent à la fois la crainte et une fascination. Loin des méchants purement mauvais, ces personnages montrent que le mal est souvent une question de perspective. Si vous souhaitez obtenir des conseils pour écrire votre scénario ou votre livre, ou si vous avez besoin d'aide pour créer des personnages aussi profonds que Frollo par exemple, n'hésitez pas à consulter les liens en description qui vous mèneront directement vers mon accompagnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles analyses. Je vous souhaite le meilleur, au revoir.